Je suis Aline Jalliet, je suis membre du laboratoire de l'égalité et je vais demander à Aline Crépin, qui est notre présidente du laboratoire de l'égalité, de nous rejoindre, à Isabelle Germain, qui dirige les éditions Les Nouvelles News, pour commencer un petit peu à parler d'abord de tout ce qui est autour de ce livre avant de parler de ce qui est dedans ce livre. Alors, Aline, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce livre, comment il arrive dans le projet du laboratoire? À quoi il correspond le projet du laboratoire d'égalité? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là pour effectivement ce lancement du deuxième opus de la nouvelle collection, puisqu'en fait, la collection Égal à Égal, c'est une vieille histoire, puisque c'est une collection qui a démarré en 2017, si mes souvenirs sont bons, si mes tablettes sont bonnes, sous l'impulsion de Catherine Vidal, qui est là ce soir, et Annie Bacle, et qui a produit 17 ouvrages sur la première version en fait de la collection. Et donc là, nous avons relancé la collection l'année dernière avec Isabelle Germain, qui est à côté de moi et qui en parlera très bien tout à l'heure, et Pierre-Yves Ginet, pour justement continuer à diffuser cette culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la raison d'être en fait du laboratoire de l'égalité. Alors le laboratoire de l'égalité fête en plus cette année ses 15 ans. Donc on le fête, c'est aussi pour nous l'occasion de fêter en fanfare avec cet ouvrage dont on va parler longuement ce soir, donc je n'en parlerai pas du tout. Je ne vais pas parler de femmes et santé, c'est promis. Je laisserai aux autrices et à Aline le soin de dévoiler toutes ces belles choses qui sont à l'intérieur et pourquoi en fait on a eu besoin de reparler de ce sujet. Et pourquoi on a toujours besoin de parler de ce sujet. Donc en fait, cet ouvrage, il s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on a pu faire précédemment dans la collection, mais avec un petit peu de changement quand même. On a un peu de couleur en plus, on a repimpé un petit peu cette collection, Isabelle va en parler tout à l'heure, et puis elle a gardé en fait ses fondamentaux, qui sont de donner des ouvrages à destination du grand public, des ouvrages qui sont des moments d'inspiration. Alors le précédent était sur les femmes et la bande dessinée, donc un univers complètement différent aussi, et qui nous permettent en fait, avec des angles de vue différents, de prendre l'ensemble des sujets concernant justement l'égalité femmes-hommes au travail, qui est notre créneau, mais qui, du coup, quand on est sur l'égalité femmes-hommes au travail, on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qui impacte, en fait, les femmes dans le milieu du travail. Et la santé, bien entendu, en fait partie. Donc voilà, une continuité, du renouveau, et puis, et surtout, toujours cette même volonté qui est portée par l'ensemble du conseil d'administration. Et là, il y a plusieurs administrateurs parmi nous et administratrices parmi nous ce soir, et ça c'est chouette aussi parce que ça montre qu'on a un conseil d'administration qui porte cette collection et ce sujet, et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est la seule collection de ce type qui existe en France, et on est vraiment très fiers de continuer à la faire rayonner. Donc merci à tous et à toutes ce soir d'être là, parce que le fait que vous soyez là montre aussi l'intérêt que vous avez sur ce sujet-là, et ça nous pousse aussi à continuer justement sur cette lancée. C'est donc le deuxième livre que tu accompagnes avec, en tant que co-directrice de la collection et puis éditrice. Tu as créé et tu diriges les Nouvelles News. Peut-être que tu vas nous en parler un petit peu. Moi, ce que je voulais savoir, c'est en quoi, aussi bien au niveau des Nouvelles News que de la collection Égal à Égal, ça contribue pour toi, parce que je crois que c'est très important, à réveiller les consciences sur la question, sur des sujets où les inégalités passent un peu
sous les radars, exactement, notamment dans certains médias. Donc, quasiment tous les médias. Quasiment tous les médias. Merci. D'abord, je veux remercier le laboratoire de l'égalité, Aline, qui m'ont fait confiance pour coéditer cette collection avec Pierre-Yves Ginet. Parce que tous les deux, en fait, on travaille dans le même sens, on a travaillé dans le même sens, et je vais répondre à ta question. L'idée, c'est de construire dans les médias, dans l'édition, un contre-discours au discours dominant des médias, qui est un discours masculin, et moi, le sous-titre des Nouvelles News, c'est le regard féministe sur l'actualité, versus les autres médias qui portent un regard masculin, voire masculiniste sur l'actualité. Et en plus, en ce moment, c'est en train de s'empirer avec les médias, avec de nouveaux financeurs des médias, avec les réseaux sociaux qui ont des algorithmes un peu pourris. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi, construire un contre-discours féministe dans l'actualité? En fait, le paysage médiatique, il se compose d'un discours qui est plutôt masculin, et ça se voit dans la hiérarchie de l'information. Il y a les sujets dont on parle, ceux dont on ne parle pas, surtout, et la façon dont on en parle. Enfin, vous voyez bien quand vous ouvrez des journaux qu'on parle essentiellement d'hommes. Vous connaissez toutes les études qui existent maintenant depuis une trentaine d'années sur la place des femmes dans les médias, qui sont sous-représentées, stéréotypées. Donc il y a donc, bien sûr la partie quantitative qui nous montre des hommes qui sont plutôt dirigeants, héros sportifs, experts, et les femmes ont plutôt des seconds rôles et des fonctions décoratives dans les médias. Donc comme on se conforme à ce qu'on voit dans les médias, en s'y conformant, on confirme. Donc, c'est un cercle vicieux, et voilà, l'idée c'est de casser ce cercle vicieux. Donc il y a la hiérarchie de l'information qui est importante, il y a à qui on tend le micro, plutôt des hommes, et puis les qualifications, disqualifications. Par exemple, il ne vous a pas échappé que sur les questions des violences, pendant très longtemps, c'est en train de changer un petit peu maintenant, mais pendant très longtemps, les médias étaient pleins de compassion pour les agresseurs sexuels. Par exemple, on se souvient de l'affaire DSK, au début, c'était terrifiant. Donc voilà, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire entendre une autre voix, et la collection Égal à Égal, ça nous permet effectivement de mettre entre les mains des lectrices et lecteurs des livres qui proposent une autre perspective. Et ce sont forcément des petits éditeurs comme nous qui font ça, parce que les grands éditeurs ne sont pas habitués à tenir ce genre de discours. Donc c'est compliqué de faire passer des livres avec un angle de vue pareil dans des éditeurs, chez des éditeurs mainstream. Voilà, donc c'est pour ça que je suis particulièrement contente, même si c'est compliqué, on ne va pas se le cacher, je suis particulièrement contente d'avoir coédité ce livre avec vous. Et donc, ce que tu veux dire aussi, c'est que éditer des livres comme ça reste en fait aussi militant, d'une certaine façon. C'est militant, c'est militant, et ça ne devrait pas l'être. ça ne devrait pas l'être. C'est militant. Voilà, on nous retourne toujours le sujet. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence devant des étudiants en droit, et la question qui a été posée, c'était comment vous arbitrez entre vos convictions et vos obligations professionnelles. Et je me suis dit, mais retournez la question, allez poser la question. Par exemple, pendant la conférence, il y a une prof de droit qui disait que la question des violences sexistes et sexuelles n'était pas incluse dans les programmes de cours. C'est pas possible. Allez demander à ceux qui font les programmes pourquoi c'est pas instruit et comment ils arbitrent leurs convictions personnelles et leurs obligations professionnelles. Voilà, nous c'est ce qu'on fait beaucoup dans les Nouvelles News, c'est toujours retourner. On est des redresseurs d'infos, qu'on retourne l'information. Voilà, je vous ai cité l'exemple des violences sexistes, mais c'est sur tous les sujets, sur l'invisibilisation des femmes sportives, etc. Et sur la question de la santé, c'est pareil. Le livre l'explique très bien. Et d'ailleurs, tu me disais qu'il y avait des sujets, des questions dans le livre, comme ça va nous permettre de rentrer dedans, qui t'avaient, alors que tu as toute cette expérience-là, assez sidérée. Et
et assez, enfin en tout cas, frappée, très surprise. Oui, c'est-à-dire que je passe ma vie à débusquer le sexisme caché, le sexisme subliminal un petit peu partout dans les médias. Et voilà, je connaissais pas mal de choses, et vous connaissez tous cette approche de la médecine qui a souvent tendance à considérer que quand les femmes ont mal, c'est dans leur tête, etc. Donc ça, c'est bien expliqué dans le livre. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, et je donnerai qu'un seul exemple parce qu'il faudra lire le livre, c'est l'endométriose. Donc, l'endométriose, on en parle dans les médias depuis très peu de temps. La médecine s'en empare depuis 2017, c'est bien ça. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait des recherches qui avaient été faites sur cette maladie en 1860. C'est ça. Voilà. Donc, et ces recherches ont été enterrées, n'ont pas été suivies. Voilà, et c'est très souvent comme ça sur beaucoup de sujets qui concernent les femmes. Aline, il y a quelque chose que tu retiens de ce livre, toi, à ta lecture? Alors, moi, il y a plein de choses que je retiens. C'est que déjà, alors parce qu'on avait quand même une édition que j'avais lue précédemment, en 2017, c'est ça. Et du coup, je constate quand même qu'il y a des progrès. Donc ça c'est quand même, ça fait du bien de voir qu'il y a eu quand même beaucoup de choses depuis votre premier ouvrage. Et grâce à vous aussi, parce que je sais que c'est un combat quotidien pour vous deux, il y a quand même eu des choses qui ont commencé à bouger. Alors on n'est jamais assez content, hein, ça va jamais assez vite, mais comme tu le disais, ne serait-ce que l'endométriose, on n'en parlait pas du tout, et maintenant ça commence un tout petit peu à avancer. Donc moi c'est plutôt ça, je retiendrai plutôt sur cette mise à jour m'a mis quand même en avant le fait qu'il y avait des progrès et que c'était un sujet qui commençait à être pris en considération. Alors on en est très loin d'une prise en compte complète, ça c'est sûr, mais moi c'est plutôt ce message d'espoir-là que je retiendrai. Et puis c'est vrai qu'on avait fait nous, un certain nombre de recherches sous la houlette de Patrick Bocard, sur le sujet de la santé. On a continué les travaux, notamment avec Marine Dardot qui est dans la salle, avec justement une confrontation aussi avec les praticiens. Donc on voit que voilà, c'est un sujet qui commence à intéresser. Donc c'est bien, mesdames, vous étiez très très en avance. Vous restez très en avance. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt ça. Et puis pour reboucler avec ce que disait Isabelle tout à l'heure sur l'édition, qui est toujours quelque chose de compliqué. Alors c'est d'autant plus compliqué sur une collection de ce type, puisque ce sont des petits livres. Et le petit livre intéresse assez peu les éditeurs parce que c'est pas assez cher. Et en fait, ce qu'on veut, nous justement, c'était faire une collection à la portée de toutes les bourses, même les plus modestes, même les plus jeunes, et qui permettent justement que le coût ne soit pas un obstacle en fait, et que ça soit justement à la portée. Et puis dans un monde où on lit de moins en moins, et sur des formats de plus en plus courts, on est là sur un format que vous pouvez prendre par un bout, par l'autre, par petites touches. Et à chaque fois que vous allez l'ouvrir, vous allez apprendre quelque chose, et ça c'est formidable. Un petit livre par la taille, mais grand par le contenu. Exactement. C'est remarquable parce que c'est synthétique et il y a énormément d'informations. Ouais. Bravo. Ouais, vraiment bravo. C'est génial. Je citerai, parce qu'il n'a pas pu être avec nous, Pierre-Yves Ginet, qui dirige avec toi, Isabelle, la collection. Et puis, je n'oublie pas Nathalie Poirot, qui est graphiste et qui a travaillé donc sur cette réédition augmentée de ce livre. Merci, mesdames. Nous allons pouvoir accueillir nos autrices. Muriel et Cathy. Alors je suis très très fière de recevoir Catherine Vidal et Muriel Salles parce que vous êtes quand même en France, on va dire, les plus grandes expertes de ce sujet.
Oui. Et la collection Égal à Égal peut s'enorgueillir de vous avoir comme autrice. Merci. Alors je vais juste rappeler très brièvement, parce que sinon ça pourrait durer, voilà, si je fais tout votre série, ça pourrait durer longtemps, mais on va juste rappeler quelques petites choses. Donc, Catherine Vidal, tu es neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur de Paris, membre du Haut Conseil à l'égalité et du comité d'éthique de l'INSERM, où tu co-diriges le groupe Genre et Recherche en santé. Et je rappelle, comme Aline l'a fait tout à l'heure, que tu as été à l'origine avec Anne Bach du lancement de la collection Égal à Égal. Alors moi j'avais l'année 2014, c'est 2014, c'est ça, avec le soutien des éditions Belin. Muriel Salle, tu es historienne et conférencière, experte en études de genre et humanité médicale et enseigne à Lyon, à l'université Claude Bernard et ainsi qu'à l'école des sciences politiques de Lyon. Et tes recherches portent sur les discours médicaux, le corps et la santé des femmes. Alors oui, c'est quelque chose d'assez important. En tout cas pour moi ça a été important de pouvoir lire ce petit livre aujourd'hui parce que en fait, finalement, en 2017, quand vous avez sorti ce livre-là, qui avait cette tête-là, en 2017, je suis très fière, parce que je l'avais dans ma collection de livres, vous avez été des pionnières sur cette question de la santé des femmes. Et ce livre a lancé toute une dynamique qui se manifeste aujourd'hui, 8 ans après, en fait, par la présence de la question de la santé des femmes et avec cet angle de vue que nous allons regarder ensemble, aussi bien dans les études universitaires, dans les colloques, comme dans les médias. Alors, le titre était déjà à l'époque assez éloquent, « Femmes et santé, encore une affaire d'homme ». Et cette année, le titre est devenu, et en fait, je vous avoue, je m'en étais même pas aperçue. C'est en préparant, je trouvais ça génial, je me suis dit, oh mon Dieu, femmes et santé, toujours une affaire d'homme, point d'interrogation. Alors, je voudrais qu'on parle justement de 8 ans après, qu'est-ce qui a changé en profondeur depuis 2017, quels ont été les changements en profondeur qui ont fait que, aujourd'hui, nos représentations, peut-être, sur la santé des femmes ont un peu changé et que c'est devenu un sujet à part entière. Et notamment, Catherine, quand on a préparé un petit peu cette soirée-là, tu parlais du rôle, et vous en parlez dans le livre, du rôle fondamental des combats féministes. Et j'aurais bien aimé qu'on aborde un peu cette question-là, même si elle est plutôt à la fin de votre livre, et j'avais envie de commencer par ça. Parce que les combats féministes ont à la fois sensibilisé la société à ces questions, et puis contribué à améliorer la prise en charge de la santé des femmes. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Donc nous sommes toutes les deux aussi impliquées pour saluer la réalité des combats féministes qui ont donc permis, au départ, tout est parti des États-Unis, qui ont permis de faire des progrès considérables dans la recherche biomédicale et aussi dans les recherches cliniques. Et c'est un sujet dont on ne parle pas forcément, c'est-à-dire que quand on évoque les luttes féministes, on s'intéresse surtout aux questions liées à la santé sexuelle et reproductive, et bien évidemment c'est un sujet fondamental. C'était au cœur justement des luttes féministes aux États-Unis, mais il y a eu aussi des mouvements, là je parle dans les années 70-80, donc aux États-Unis, où ces mouvements ont dénoncé le fait que les femmes n'étaient pas incluses dans les essais cliniques. C'est-à-dire quand on voulait tester des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments, il n'y avait pas de femmes, ou très peu, dans les essais cliniques de phase 1 ou 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces mouvements ont fait pression sur les autorités sanitaires aux États-Unis. Et en 1990, pour la première fois, le NIH, c'est-à-dire l'Institut national de recherche sur la santé, a créé le Bureau
officiel du NIH pour la santé des femmes. Ça, c'était une grande première dans le monde, hein, qu'il y ait une branche dédiée à la santé des femmes, aux recherches sur la santé des femmes. Et ça, c'était en 90, et en 93, justement, les combats ont porté, le Congrès américain a voté une loi qui oblige, dans les essais cliniques, d'inclure les femmes et aussi les personnes de minorité ethnique. Donc c'est une loi qui a été votée aux États-Unis. C'est quand même allé assez loin. Et depuis, donc, les promoteurs d'essais cliniques, c'est-à-dire essentiellement les labos pharmaceutiques, mais aussi il y a des promoteurs institutionnels d'essais cliniques, ont cette obligation. Et tout ça, évidemment, a eu des répercussions un petit peu partout dans le monde, où les pays, maintenant, évidemment, vont tenter, dans la mesure de leurs moyens, de suivre cette règle déontologique, je dirais, d'inclure les femmes et les personnes de minorité ethnique. Et il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits donc depuis, on va dire, depuis une quinzaine d'années, où on ne peut plus dire maintenant qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Si on regarde toutes les statistiques qui sont remarquables, qui sont faites essentiellement justement aux États-Unis par le NIH, parce qu'il existe un bureau international qui enregistre l'ensemble des essais cliniques qui sont faits partout dans le monde, dans plus de 200 pays. C'est quand vous voulez commencer un essai clinique, il faut obligatoirement le déclarer. Et quand vous regardez les statistiques et l'évolution des résultats, il n'y a plus, on ne peut plus dire qu'il y ait de secteurs où les femmes ne sont plus représentées. Et donc ça a des incidences évidemment, je crois, sur les médicaments même qu'on va donner, parce qu'en fait avant je pense que, j'ai cru comprendre que lorsque les essais étaient faits exclusivement sur les hommes, eh bien il y avait des problèmes d'adaptation des femmes. Mais alors c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les essais cliniques. Je lisais dans votre livre que finalement les combats féministes sont allés jusqu'à, et notamment récemment, remettre sur le terrain des sujets, en fait, des questions, des maladies. Voilà, peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Aline m'a préparé le terrain, non, c'était Isabelle, je crois, sur la question de l'endométriose. L'endométriose est une maladie décrite en 1860, effectivement, qui fait l'objet d'un plan national en 2020, qui est donc rentré de manière obligatoire dans le programme des cursus des études de médecine, au début des années 2020. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça émerge. Et donc pour aller dans ton sens, moi je crois que c'est important de dire que les mouvements féministes, effectivement, ils luttent pour les droits sexuels et reproductifs, mais les mouvements féministes, ils ont aussi beaucoup irrigué ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie en santé, la démocratie sanitaire. Dans une partie de mes travaux aujourd'hui, je travaille sur la notion de patient partenaire. On sait assez peu que ce qu'on appelait les patients experts, qu'on appelle maintenant les patients partenaires, sont en fait des mouvements de démocratie en santé qui doivent, entre autres, une partie de leur histoire à des engagements des mouvements féministes en faveur de la santé, et puis une réflexion sur la question des rapports de pouvoir dans la production de la connaissance. Voilà, je parle plus près. Et puis, l'autre point qui est important, c'est qu'effectivement, cette question-là de l'endométriose, pourquoi est-ce qu'elle émerge ? Elle émerge parce qu'il y a des associations de patientes, en fait, qui portent une parole. Sur l'endométriose, il y en a plusieurs, et l'endométriose est une des maladies qui émergent aujourd'hui, parce qu'il y a des collectifs de femmes qui ont décidé d'être des patientes impatientes, on peut peut-être se dire les choses comme ça, donc en fait de réclamer une meilleure prise en charge pour les pathologies dont elles souffrent. Et c'est ça qui change. Il y a un rapport de force dans la production de la connaissance qui est effectivement important à avoir à l'esprit. Donc la donne, elle change parce qu'il y a ces mobilisations collectives-là qui viennent poser les questions, et notamment qui viennent dire pourquoi, typiquement, l'endométriose, une maladie qui concerne une femme sur 10 et qui peut être extrêmement invalidante, n'intéresse personne, au sens où on ne met pas de recherche pour trouver des solutions thérapeutiques, au sens où on ne met pas de recherche pour faire des propositions, ne serait-ce que des diagnostics, et où du coup, effectivement, on dit aux dames, cette maladie-là, elle n'existe pas vraiment. Alors, ça porte un nom, j'adore vous apprendre des nouveaux mots, donc voilà, ça s'appelle l'agnotologie, en fait.
L'agnotologie, c'est la science de l'ignorance. Tout le monde le sait en fait, parce que si vous êtes agnostique, c'est que vous ne savez pas si Dieu existe. Si vous faites de l'agnotologie, vous vous intéressez à ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et donc moi, maintenant, c'est ma nouvelle marotte, c'est essayer de savoir ce qu'on ne sait pas et essayer de savoir pourquoi on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un peu vertigineux, mais c'est assez passionnant. On peut aussi dire que les recherches sur l'endométriose auparavant étaient très peu développées, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'à cause justement des associations et du fait que la maladie est devenue de plus en plus connue et enfin enseignée, eh bien, il y a eu des crédits, des financements pour faire des recherches qui ont abouti à en l'occurrence, des résultats très significatifs, parce qu'on peut être fier de nos laboratoires français. On a pu mettre au point un test basé sur la détection de l'ARN qui permet d'identifier les personnes qui peuvent souffrir d'endométriose avec simplement un prélèvement sanguin sans avoir à faire une intervention invasive dans l'intimité de la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un énorme progrès. Et bon, il y a encore des essais qui sont faits autour de ce test ARN, mais on peut espérer que ça puisse ensuite être utilisé en routine lors des consultations. Ce que vous mettez en avant dans votre livre, c'est aussi combien la question du genre, le prisme du genre, change et intervient dans la question de la santé des femmes. Et c'est là où je voulais aussi vous entendre, parce que j'ai lu quelque chose dans votre livre qui m'a frappée. Vous dites que la France a tardé à intégrer la question du sexe et du genre dans ses politiques de santé publique, faute d'avoir pris en considération justement les recherches féministes et la vigilance, je trouvais ça vraiment très intéressant, la vigilance que les chercheuses féministes mettaient à ne pas confondre inégalité et différence, plus exactement, à ne pas justifier les inégalités par la différence de corps, la différence de sexe. Et ça me semblait important qu'on passe en tout cas qu'on parle pour démarrer de cette question du genre. Parce qu'en matière de santé, pendant longtemps, on n'a parlé que du sexe. Et en fait, on a oublié quelque chose de fondamental. Ouais. Dans les milieux de la médecine, on a, et encore maintenant, on considère que les différences de santé entre femmes et hommes sont liées à des raisons biologiques. C'est-à-dire qu'on considère les différences simplement sous l'angle d'un programme biologique incontournable qui ferait qu'il y a les mâles, il y a les femelles, il y a les hommes, il y a les femmes qui diffèrent de par leur constitution génétique, les cellules, les hormones, les organes, etc. Bon, ça s'appelle des différences de santé. Bien sûr, elles sont là, c'est bien clair. Mais il y a maintenant une notion qui s'appelle les inégalités de santé. Les inégalités de santé font appel à des notions qui relèvent, en l'occurrence, de tout un tas de facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques, qui vont contribuer à forger des inégalités dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et c'est dans ce domaine-là que la notion de genre est absolument fondamentale. Et la notion de genre, pas prise isolément, aussi en relation avec le niveau socio-culturel, avec l'appartenance ethnique, la classe sociale, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux paramètres qui relèvent de l'organisation sociale, on va dire au sens large, qui vont contribuer à construire ces inégalités dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale, d'où
l'importance, là je fais une parenthèse sur le fait du travail qu'on mène au comité d'éthique de l'INSERM. On a justement, quand même depuis 2013, il y a ce groupe que j'ai cofondé avec une collègue qui s'appelle Genre et Recherche en Santé, parce que il s'agit là d'une question éthique, hein, c'est-à-dire il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité dans la possibilité qu'ont aussi bien les femmes que les hommes d'accéder aux soins et à une prise en charge médicale. Et ce point de vue-là doit intégrer aussi cette intersectionnalité et tous les mots dont nous sommes en train d'évoquer là, tous ces mots-là ont été récemment bannis par l'administration Trump qui ne finance plus aucun des projets de recherche qui incluent en l'occurrence ces thématiques. Et oui, et en fait, on pourrait presque parler à la fois d'une évolution positive depuis 2017 chez nous, parce que moi j'ai l'impression quand même que la notion de genre aujourd'hui est connue de toutes et de tous, et qu'en même temps, on assiste à un grand retour en arrière, Muriel. Oui, alors, connu de tous et de toutes, pour dire les choses en deux mots, nous, notre bouquin, il sort en 2017. En 2020, il y a 2 rapports, Haut Conseil à l'égalité et Haute Autorité de Santé, qui disent sexe et genre en santé. Le titre n'est pas tout à fait celui-ci, mais il y a les 2 concepts. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que globalement, le sujet des inégalités sociales de santé est un sujet qui est bien travaillé aujourd'hui en épidémiologie. C'est-à-dire qu'on sait et on admet volontiers que les ouvriers décèdent bien plus précocement que les cadres. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on réfléchit à mettre en place des mesures d'équité dans les âges de départ à la retraite, par exemple. Mais quand on en vient aux hommes et aux femmes, on a toutes les peines du monde à faire entendre qu'il y a aussi là une différence qui peut être comparable à celle qu'on observe entre des classes sociales. Et donc, cette définition qu'on peut redonner de la santé, qui dit la santé, c'est un état de complet bien-être bio-psychosocial, ça marche pour penser tout un tas d'inégalités en santé. Mais pour les femmes, on met bien les warnings sur le bio. Le psychosocial, c'est quand même plus difficilement admissible. Donc on a beaucoup de mal alors ça fait partie des points qui évoluent, à faire entendre que les femmes aussi ont en partage un certain nombre d'expériences sociales. Elles sont soumises à un certain nombre de contraintes dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Elles sont exposées à certains facteurs de risque en tant qu'elles sont des femmes. Donc ça, c'est du psychosocial, voilà. Et que ce qui impacte votre état de santé en fonction du métier que vous faites, attendu que quand vous êtes une femme, vous avez plus de chances ou de risques, ça dépend comment on voit les choses, de travailler dans certains secteurs professionnels, il va y avoir des maladies professionnelles qui sont aux femmes, mais qui ne tiennent pas aux hormones ou à la constitution de leurs articulations, parce que les troubles musculo-squelettiques sont très emblématiques de ça, et dans lesquels le facteur du sexe est un facteur explicatif de la prévalence des troubles musculo-squelettiques chez les femmes. Mais ce n'est pas le seul en fait, c'est pas juste une histoire de laxité articulaire, ce qui fait que vous avez mal aux articulations, c'est aussi que vous faites des tâches répétitives de bureautique, ou alors que la pénibilité du travail que vous exercez est très largement sous-évaluée, donc votre travail est largement sous-outillé. Et là je pense que tout le monde voit à peu près un métier qui est très frappant pour ça, qui est les hôtesses de caisse, on va se le dire, qui, quand on voit les tonnes qu'elles déplacent quotidiennement, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver le chiffre, mais on évalue en tonnes les poids qui sont déplacés quotidiennement par les hôtesses de caisse, et pourtant elles ne sont pas outillées. Voilà. Et quand on travaille sur les troubles musculo-squelettiques chez les femmes, on dit « Oh mais elles doivent avoir une hyperlaxité articulaire parce que les oestrogènes. » Pas que, voilà. Et c'est ça la perspective de genre en santé, c'est de dire la santé des femmes, elle est bio-psychosociale, comme pour d'autres catégories à la santé desquelles on s'intéresse. Et du coup, ça nous amène à aller sur un terrain qui peut être un défi en fait pour la santé des femmes, qui est la santé des femmes au travail. Et qui est un sujet au laboratoire de l'égalité qui nous intéresse particulièrement et sur lequel vous parlez à dans différents endroits du livre, vous évoquez notamment la précarité en fait auxquelles sont confrontées de façon prioritaire les femmes et que cette précarité cache
un certain nombre de difficultés en santé et puis surtout un certain nombre d'inégalités, ce qu'on peut appeler un gender gap. Hein. Comment on peut analyser ça, c'est-à-dire cet écart notable finalement qu'on peut relever en matière de santé au travail entre les hommes et les femmes, ce gender gap. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait? Comment on peut c'est surtout que les métiers restent très sexués. Les femmes sont majoritaires dans un certain nombre de métiers qu'on connaît, hein, le soin, l'enseignement, le nettoyage, les métiers féminins entre guillemets, qui ont d'ailleurs été, dont on a pris conscience, hein, tous ces petits boulots, beaucoup c'est ce qu'on appelle des petits boulots, dont on a pris conscience pendant la crise du Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de ces personnes-là, alors qu'avant elles étaient plutôt transparentes, et souvent ce sont des emplois précaires, et donc ces métiers-là font que les troubles musculo-squelettiques, hein, avec des postures inconfortables, répétitives, et aussi des charges mentales, de l'insécurité, des horaires de travail complètement hachés, ça entraîne aussi des troubles psychosociaux. Et la question, c'est qu'il y a des problèmes de reconnaissance de la pénibilité au travail et entre autres de la difficulté à faire reconnaître ces pathologies comme maladies professionnelles. Parce que historiquement, la classification des maladies professionnelles qui datent du début du siècle ont été faites sur des métiers masculins. Et les grilles de reconnaissance de maladies professionnelles ne sont pas adaptées maintenant aux métiers féminins dont la pénibilité se doit d'être reconnue. Et quand on regarde justement comment l'histoire des reconnaissances de maladies professionnelles, récemment on a mis en évidence la reconnaissance de l'amiante, l'exposition à l'amiante dans le cancer de l'ovaire. Chose qui n'est pas forcément très connue. Hein. Alors l'amiante, c'est dans les années 70 en particulier qu'on a bien sûr soulevé la toxicité de l'amiante, essentiellement aussi pour les travailleurs du bâtiment, hein, qui étaient les premières personnes victimes de cette exposition à l'amiante. Et puis, bon, avec tous les problèmes pulmonaires qui s'en suivent. Et c'est seulement dans les années 2010 qu'on a mis en évidence qu'il y avait une corrélation forte entre exposition à l'amiante et cancer de l'ovaire et aussi cancer du larynx. Et c'est seulement en 2023 qu'on a reconnu l'exposition à l'amiante en tant que maladie professionnelle. Parce que l'exposition à l'amiante, c'est pas simplement les gens qui travaillent dans le BTP. C'est les gens qui travaillent dans des bâtiments où il y a de l'amiante, c'est les serpillières pour les personnes dans le nettoyage où il y a de l'amiante dans les serpillières. Enfin, c'est tout un monde. Et ça, il a fallu un temps très long avant que ce soit reconnu. Autre exemple, et puis je m'arrêterai là, le travail de nuit. Bon, en 2018, il y a eu une enquête faite par une équipe de l'INSERM absolument remarquable sur 20 000 personnes, enfin vraiment une enquête avec une énorme cohorte qui montrait que le travail de nuit augmente le risque de cancer du sein de 25%, ce qui est pas rien. Donc ça c'est en 2018, une remarquable étude publiée dans des revues internationales bien sûr, et c'est seulement en 2023 qu'une infirmière a pu faire reconnaître son cancer du sein en tant que maladie professionnelle. Et c'est un cas isolé, il doit y en avoir certainement beaucoup d'autres. Donc vous voyez, dans ce domaine-là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, c'est le cas de le dire. Et quand on prend
il y a des solutions qui arrivent petit à petit pour combler ce gap-là entre les femmes et les hommes dans la santé au travail. Muriel, j'avais envie que tu nous parles des fausses bonnes idées, parfois, qui visent à prendre en compte les problématiques liées au corps féminin et qui, dans les faits, peuvent être positives, mais dont toi, en tout cas, tu remarques qu'elles peuvent entraîner aussi de nouvelles discriminations au travail. Disons que je me pose des questions. Tu te poses des questions. Vous avez compris que moi j'aimais bien me poser des questions et poser des questions. On m'a récemment dit que j'étais poil à gratter, parce que j'ai décidé que j'allais le prendre très très bien. Donc voilà, alors l'exemple, ce à quoi tu penses, et donc c'est une réflexion que je vous partage et qui est un peu en cours dans ma tête en ce moment, on a parlé d'endométriose, il faudrait aussi parler de syndrome des ovaires polykystiques, de fibromes et même de ménopause qui deviennent aujourd'hui des sujets de santé qui sont mis en évidence, dont on parle beaucoup et c'est formidable parce que évidemment je suis très contente, après j'ai l'air de jamais être contente, mais je suis très contente que ces problématiques de santé des femmes, elles émergent. Mais alors d'abord il y a deux choses. La première, c'est que la santé des femmes, et puis santé des femmes, Catherine a remarquablement expliqué ce que c'est que l'intersectionnalité. Un truc qui m'agace, c'est quand on parle santé de la femme. Je ne sais toujours pas de laquelle on parle, moi, exactement, mais donc voilà, donc c'est la santé des femmes. La santé des femmes n'est pas réductible à la santé gynécologique. Voilà, ça c'est un point important. Comme j'aime à le dire de manière un peu taquine, les femmes ont aussi un cœur, et c'est la première cause de mortalité en France, les maladies cardiovasculaires. Il y a quand même 200 femmes qui meurent quotidiennement de maladies cardiovasculaires. Beaucoup plus que de femmes qui meurent d'un cancer du sein. Et évidemment, ça n'a pas de sens de faire une hiérarchie entre ces questions de santé, mais bon, il y a quand même là un point. Donc ça, c'est la première chose. La santé des femmes, c'est pas réductible aux questions de santé sexuelle, reproductive et à la sphère gynécologique. Bon, mais aujourd'hui, il y a une grosse mise en visibilité de ces problématiques-là. Et entre autres, il y a des propositions qui sont faites, comme le congé menstruel. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut penser du congé menstruel ? Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans maintenant, de conduire une évaluation du dispositif de congé menstruel au sein de la métropole de Lyon, puisque je suis lyonnaise, avec un groupe d'étudiantes et d'étudiants à Sciences Po. On est allé voir si cette proposition-là, qui était mise en avant par la métropole de Lyon, répondait aux besoins des personnes concernées par des problématiques de santé gynécologique. Bon. Et en fait, la réponse a été non. Voilà. La réponse a été non pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, pour un certain nombre de femmes qui ont une problématique gynécologique, qui n'est pas forcément une endométriose d'ailleurs, faire valoir des questions de santé intime dans la sphère professionnelle, en réalité, c'est pas simple du tout. On avait beaucoup sous-évalué, ça c'était un vrai contraste entre les générations. Moi, mes étudiantes, elles n'avaient aucun problème à part les règles, puis alors elles allaient s'entretenir avec des dames qui avaient une quarantaine ou une cinquantaine d'années, qui étaient un peu rougissantes, voilà, qui n'avaient pas du tout envie qu'on parle de ce genre de problématique dans la sphère professionnelle. Surtout que, je vais vous apprendre un truc dingue, qui est que, en fait, que beaucoup de managers sont plutôt des messieurs. Donc aller partager ces problématiques de santé menstruelle à son manager, qui en plus est un monsieur, ça ne met pas toujours très à l'aise. Et puis surtout, en fait, le congé menstruel, ça dépend un peu comment c'est déployé, mais on a un certain nombre de dames qui me disent « moi, je ne suis pas sur le flanc pendant 3 jours par mois, tous les mois, c'est pas comme ça que ça se passe. Je peux, par exemple, avoir de la difficulté à prendre les transports en commun, une pensée particulière pour les Parisiennes qui prennent le RER debout, par exemple. Bon. Donc le télétravail peut être une excellente solution. Et puis en plus, on a bien conscience que ça désorganise pas mal les services quand même, d'être absente comme ça de manière perlée. Donc en fait, on retrouve notre travail quand on revient, sauf que il ne sait pas faire notre absence. Et puis ça génère aussi, les discours masculinistes ont été évoqués, c'est ce qui est formidable quand on envoie des étudiants en première ligne. Si moi j'y vais, que je pose des questions au manager, ils ne vont pas me dire les choses. C'est les étudiants qui vont. Là, elles s'entendent dire que la prochaine fois qu'il va falloir embaucher, parce que déjà il y a la grossesse, toujours enfant malade, alors maintenant il y a le congé menstruel, puis alors maintenant on parle de congé hormonal, alors maintenant il faudrait prendre aussi en considération les questions de ménopause, en gros on a des managers qui vous disent on va pas s'en sortir, quoi. Alors dans un monde idéal, je trouverais ça formidable le congé menstruel, mais comme on vit pas tout à fait dans un monde idéal, je pense que ça n'a échappé à personne, et que par ailleurs l'égalité professionnelle qui n'existe pas non plus, si on en rajoute une couche, on prend un risque. Et surtout, et j'en termine par là, mes étudiants, ils ont des idées formidables, et donc en fait, en allant demander, ils font un truc fou, quand vous demandez aux personnes concernées ce dont elles ont besoin, il arrive qu'elles vous répondent des trucs vachement utiles. Et donc là, en l'occurrence, les dames, elles ont donné plein d'idées d'aménagement de l'espace de travail,
de travailler avec des assis debout par exemple, parce qu'on a mal au rein, voilà. Ou alors d'avoir des trucs fous comme accès à un micro-ondes qui permet d'avoir une bouillotte qui vous permet de vous soulager ponctuellement, ou des toilettes un peu propres, un peu vastes, un peu accessibles, qui permettent, quand on a par exemple des règles hémorragiques, de se changer au cours de la journée en n'ayant pas peur de la tâche en permanence. Et il se trouve que tous ces aménagements-là, de l'espace de travail, évitent aux dames de rester chez elles, leur évitent par ailleurs de retourner à l'invisibilité dans laquelle elles étaient déjà largement maintenues, ça c'est un point. Et en plus, toutes ces mesures-là sont transposables à des messieurs qui souffriraient éventuellement de maladies chroniques. Bon, parce que le assis debout, il sert aussi aux messieurs qui ont une lombalgie ou des hémorroïdes, parce qu'il y a même des messieurs qui ont des hémorroïdes, ou qui souffriraient de sédentarité, parce que tout le monde vous dit que c'est important de travailler par exemple debout. Et donc du coup, d'une conception de la santé des femmes au travail comme un truc invalidant et particulier, on passe à une conception inclusive de la santé, où plutôt que de parler de santé gynécologique, on parle de maladies chroniques. Et la chronicité, et je vous promets que c'est une bonne nouvelle, ça va toutes et tous nous concerner de manière massive d'ici à quelques décennies, parce qu'aujourd'hui on vit avec nos maladies, parce qu'on a des systèmes de santé, parce qu'on a des propositions thérapeutiques, et voilà. Et donc du coup, plutôt que de parler encore une fois de congé menstruel qui a un peu tendance à mettre la focale sur et une pathologie et une population qui n'a pas forcément besoin qu'on lui sabonne la planche dans la sphère professionnelle, on a une approche plus globale qui met tout le monde d'accord sur un sujet comme la chronicité, qui encore une fois est un sujet qui ne concerne pas seulement les femmes. Donc ça change plein de choses en fait. Et c'est pas du tout le même discours qu'on porte auprès des décideurs. Et donc ça voudrait dire que les femmes sont les bienvenues pour... en fait, si on interrogeait d'abord les femmes, pour leur demander ce dont elles ont besoin, plutôt que de décider au-dessus, ce serait... Oui, puis ça veut dire aussi que quand on fait des propositions pour résoudre certaines problématiques de santé d'une partie de la population, et par rebond, en fait, ça peut être bénéfique à tout le reste. Et ça, c'est un truc en fait, quand on travaille un peu sur ces questions de santé, notamment de santé au travail, c'est très frappant parce qu'on le sait déjà. Je vous donne un seul exemple. Il y a quelques années en arrière, peut-être vous vous en souvenez, on croisait encore des facteurs qui avaient une besace en bandoulière. Et alors des problèmes de coiffe des rotateurs, de mal de dos, voilà. Et puis, la profession s'est féminisée, et comme chacun sait, les dames ne sont pas capables de porter des besasses très très lourdes. Vous aurez compris que j'ironise. Donc du coup, on les a dotés de charrettes, bon bref, de trucs à roulettes, quoi. Et puis en fait, on a mis tout le monde à la même enseigne, et en fait, on s'est rendu compte qu'un facteur qui tirait un chariot à roulettes, il avait beaucoup moins de problèmes, par exemple, de douleurs articulaires. Donc en fait, en résolvant le problème de la minorité prétendument vulnérable, hop, on fait une proposition qui bénéficie au collectif, et donc présentée comme ça, ça veut dire que les femmes ne sont pas une partie du problème, mais un gros morceau de la solution, et ça change beaucoup de choses aussi. Alors, un autre élément que vous abordez dans votre livre, c'est l'histoire. L'histoire du corps des femmes et l'histoire de la santé des femmes, qui, on vient quand même d'une histoire qui déprécie beaucoup le corps des femmes et qui pathologise aussi le corps féminin et la santé des femmes. Alors, il y a l'histoire, les stéréotypes. J'ai l'impression, en lisant votre livre, que nous héritons encore largement de tous ces stéréotypes. Par exemple, on continue à supposer que les femmes s'écoutent trop, qu'elles sont émotives, que les hormones sont toujours la cause de leurs équilibres et de leurs déséquilibres, et que ça a une incidence sur les diagnostics notamment. Est-ce que vous relevez qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là? Ou alors est-ce que c'est encore un peu lent? Le poids des clichés, les stéréotypes encore sur la santé des femmes? Le poids des stéréotypes est toujours présent, mais on va dire que les choses avancent et que, en l'occurrence, dans certains secteurs, je dirais les maladies cardiovasculaires, où il y a eu un travail très important des associations, avec aussi une meilleure formation des médecins, des soignants, sachant que les maladies cardiovasculaires en fait sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein est, je crois, à la 7e place.
et que pendant très longtemps, par exemple en ce qui concerne l'infarctus, on disait c'est une maladie d'homme stressé au travail dans la cinquantaine, et si une femme à symptômes égaux se plaint de fatigue, d'oppression dans la poitrine, pendant longtemps, peut-être encore maintenant, on va plutôt attribuer ces symptômes à du stress, à des problèmes de charge mentale, liés à la psychologie de la personne, alors que justement à symptômes égaux, le généraliste va envoyer le patient chez un cardiologue quand c'est un homme. Donc ça, c'est un stéréotype qui paraît énorme, mais ça existe encore. Ça existe encore. Et ça se traduit aussi par le fait qu'arrivé à l'hôpital, dans le service des urgences pour suspicion d'infarctus, les femmes sont en moyenne moins vite prises en charge que les hommes. On tarde, je crois qu'il y a une différence de 15 minutes, où on tarde à leur faire un électrocardiogramme. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique chez nous en France, c'est partout dans le monde. C'est-à-dire que cette question-là du sous-diagnostic des symptômes avant-coureurs de l'infarctus du myocarde, c'est extrêmement documenté de façon très très sérieuse, et c'est partout dans le monde. Bon, alors donc ça, les choses évoluent un petit peu grâce justement à la formation qui se fait de plus en plus. Mais ces questions de stéréotypes ne concernent pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Par exemple, l'ostéoporose n'est pas simplement, comme on le dit trop souvent, une maladie de femmes ménopausées. Eh bien, pas du tout. 40% des fractures de la hanche d'origine ostéoporotique concernent les hommes. En vieillissant, qu'on soit femme ou homme, nos os se décalcifient et on a des fractures. Et ce n'est pas simplement les femmes ménopausées. Et qui dit fracture dit coût important de prise en charge. Donc ce n'est pas une mince affaire, cette histoire de fracture liée à la fragilité osseuse. Or, les hommes ne sont absolument pas traités pour l'ostéoporose. Enfin, c'est quelque chose d'énorme qui n'est pas pris en compte. Et bon, il faut arriver à secouer tout ça. Et puis en fait, à qu'on prenne conscience de nos idées toutes faites, de nos clichés, et ça c'est pas évident, de notre imaginaire. Moi je disais aussi, vous commencez d'ailleurs votre livre par ça, par un préjugé tenace selon lequel les femmes sont privilégiées en matière de longévité et sont privilégiées, sont les premières à bénéficier du système de santé. Or, alors moi j'ai appris un truc que je ne connaissais pas du tout, l'indice d'espérance de vie en bonne santé. Si on regarde de ce côté-là, les femmes ne sont pas du tout privilégiées. On apprend dans votre livre qu'elles sont paradoxalement mieux suivies, mais moins bien soignées. Et que, effectivement, elles vivent plus longtemps, mais pas forcément plus longtemps en bonne santé. Ouais, ça, c'est le point de départ du livre en 2017, en fait. C'est pour ça que finalement, c'est vrai que je suis un peu poil à gratter. Parce que, en fait, en 2017, quand moi je commence à m'interroger sur ces questions de santé, c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah bah tiens, toi qui t'intéresses aux questions de santé, là au moins tu vas arrêter de nous casser les pieds. » Parce que s'il y a bien un domaine dans lequel les femmes sont avantagées, c'est la santé. La preuve, de mémoire, 85 et quelques d'espérance de vie pour les femmes versus un tout petit 80 ans, 79,6 ou 7 je crois, pour les hommes. Donc là, on dit, elles vivent quand même 50 plus, voilà. Sauf que ça, c'est l'espérance de vie, effectivement, globale. Quand on regarde ce qu'on appelle l'espérance de vie sans invalidité, ou en bonne santé, alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas quelque chose qui vous empêche dans les activités de la vie quotidienne. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas un énorme problème de santé. Dès que vous êtes un peu empêché au quotidien, vous êtes plus considéré comme en bonne santé. Et bien là, on a des hommes et des femmes qui sont à 64 ans.
À quelques mois près, c'est la même chose. Donc du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les femmes vont vivre effectivement plus longtemps, mais, je vais être un peu casse-pied, mais voilà, en mauvaise santé et en plus pauvres, hein, quand même, puisque 40% d'écart de retraite, ça c'est des données qu'on a quand même beaucoup entendues au moment de la réforme des retraites. Donc du coup, quand on additionne tout ça, et puis en plus on le sait bien, parce que quand on connaît un peu la population des EHPAD, on voit bien voilà, qui sont les personnes qui représentent au très grand âge, il y a une très forte, effectivement, surreprésentation féminine, et c'est pas forcément très désirable de vivre jusqu'à 85 ans. Mais le mot que tu as utilisé tout à l'heure, à mon avis, il est hyper important, c'est l'idée, il y a de l'imaginaire en fait. Et c'est vrai que les médecins, alors s'il y a des gens qu'on s'imagine assez peu imaginatifs, pardon pour les médecins dans la salle. Non mais je suis moi-même fille de 2 médecins, donc pardon, je règle certainement des choses psychanalytiquement là, mais bon, peu importe. Mais on ne s'imagine pas que l'imaginaire, ça irrigue en fait la façon dont on pense la santé. Or, en fait, pour vous dire les choses en 2 mots, l'essentiel de la façon dont on pense la médecine aujourd'hui s'invente au 19e siècle. Alors ça ne veut pas dire qu'on soigne aujourd'hui comme au 19e siècle, là on a fait quand même beaucoup de progrès, mais ce qu'on appelle la méthode anatomoclinique, c'est-à-dire la façon dont on pense le corps par organe, et cette idée qui vous paraîtra évidente que pour poser un diagnostic, il faut additionner une liste d'indices, que ces trucs-là on les appelle des symptômes, ça c'est une idée qui apparaît au 19e siècle. Bon. Il se trouve qu'au 19e siècle, c'est aussi un siècle qui est très défavorable pour les droits des femmes. Alors là aussi, hein, on tord le cou à certaines idées, mais si vous vous imaginez que l'histoire est un long fleuve tranquille et qu'on revient de loin et qu'on va toujours vers le mieux, je vais aussi casser cette ambiance-là, puisqu'il vaut mieux finalement vivre, enfin en tout cas dans certaines catégories sociales, il vaut mieux vivre avant la Révolution française qu'après la Révolution française. Le Code civil de Napoléon est quand même particulièrement raide, pour exclure les femmes de la sphère civile, politique, voilà. Et d'ailleurs, l'article 1124 du Code civil dit « sont privées de droits civils et politiques les filles mineures, les femmes mariées, les mineurs et les débiles mentaux ». Et c'est écrit comme ça. Hein, donc tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir au fait qu'il y a tout un discours médical qui va se structurer pour, en fait, consacrer l'idée d'une invalidité féminine. Et comme ce discours-là, dont l'histoire est peu connue et rarement interrogée, ben on ne se rend pas forcément compte qu'on est héritier de cet imaginaire. Et que cet imaginaire, ben, il fait qu'on porte un regard, par exemple, assez dépréciatif, voire très dépréciatif, sur une partie de la physiologie féminine. Je pense par exemple aux règles. Voilà. Alors c'est fascinant quand on fait un peu d'anthropologie ou d'histoire de certains phénomènes physiologiques comme ça. Alors évidemment, les femmes ont toujours été réglées à peu près comme aujourd'hui. Voilà. Mais quand je dis faire l'histoire de ce phénomène physiologique, c'est faire l'histoire de la compréhension qu'on en a et de l'imaginaire qu'on en a. Ben, c'est assez marrant de voir que, par exemple, il y a des époques où on s'est dit la thérapeutique reine, c'était la saignée. Donc il y a des médecins pour se gratter le menton comme ça et pour se dire, se pourrait-il que les femmes aient un système automatique de saignée? Et que donc, du coup, ce truc qui a été construit comme une invalidité chronique au 19e siècle ait pu être pensé comme, au contraire, le signe d'une supériorité de la physiologie féminine qui se fait une petite détox menstruelle, régulière. Mais il y a vraiment des médecins qui pensent des choses comme ça. Et donc, évidemment, et on pourrait dire la même chose, il y a une histoire formidable de l'imaginaire de la ménopause. Et en fait, c'est là qu'on voit que la façon dont on construit dans l'imaginaire un certain nombre de compréhension de phénomènes physiologiques a évidemment quelque chose à voir avec la façon dont les personnes qui sont concernées par ces phénomènes physiologiques les vivent. Voilà. Et évidemment aussi qu'en termes de prise en charge, ça ne va pas être du tout la même chose si vous imaginez qu'il y a là quelque chose qui, somme toute, est la physiologie féminine normale, voire désirable. La détox menstruelle, c'est quand même une autre façon de considérer vos règles. Voilà, c'est pas tellement la tendance contemporaine. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'imaginaire en santé. C'est pour ça que moi, je vois toujours mes étudiants en médecine, ils sont comme ça. Quand je leur dis, on invente la ménopause, ils disent, qu'est-ce qu'ils nous racontent? On se dit, on invente la ménopause, c'est pas le phénomène qui apparaît, c'est la compréhension qu'on en a, qui à un moment se structure dans un contexte où, est-ce qu'on a intérêt à dire des femmes qu'elles sont des invalides chroniques? Ou est-ce qu'on a éventuellement un autre type de regard qu'on porte Et c'est vraiment fort, hein, parce que pour vous la faire très courte, par exemple, ménopause, c'est un mot qui n'existe pas en japonais. Voilà. Et il y a quand même des travaux qui montrent, alors on dit vieillissement, il y a un seul mot, je suis désolée, j'ai oublié, de mémoire, ça doit être koneki, mais j'ai un léger doute. C'est le même mot pour dire vieillissement au masculin et au féminin. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'on voit effectivement que l'ampleur des troubles liés à la ménopause,
il est aussi lié à l'imaginaire qu'on a du vieillissement au féminin. Je ne suis pas en train de dire que les femmes se rendent malades toutes seules, hein, mais je suis en train de dire que quand on se construit un imaginaire dépréciatif, ça c'est des choses qui sont très étudiées en psycho, hein, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a à travailler sur ce qu'on appelle les imaginaires en santé. C'est pour ça qu'on a besoin de recherche en sciences sociales, par exemple, sur ces sujets-là. Il y avait un exemple très intéressant dans votre livre, c'est par rapport à l'autisme. Les femmes sont sous-diagnostiquées apparemment en autisme, parce que, et notamment l'une des explications, des nombreuses explications, c'est que lorsque les petites filles, en fait, manifestent par exemple une forme de retrait, de renfermement, on dit qu'elle est timide, mais on ne va pas aller chercher du côté de l'autisme. Et puis, vous parlez aussi d'une espèce d'hyper-adaptation et de capacité à mettre un masque social des femmes qui vont cacher plus facilement ce qui va être identifié comme symptôme chez un garçon ou chez un homme et pas chez une fille. Et donc, elles vont être sous-diagnostiquées dans l'autisme. Je trouve ça assez fascinant quand même. Que l'imaginaire finalement lié à qu'est-ce que c'est qu'une petite fille, qu'est-ce que c'est qu'une femme, va avoir des incidences sur le diagnostic de maladie. Oui, c'est comme pour les maladies cardiovasculaires. Hein. C'est tous ces stéréotypes qu'on retrouve. Le problème du diagnostic de l'autisme, le sous-diagnostic des filles en bas âge, à cause justement du fait qu'on va moins s'inquiéter si une jeune enfant est dans un retrait sur elle-même, on va se dire, comme vous le disiez, elle est timide, elle est réservée, alors que si c'est un petit garçon, on va se dire, il a peut-être un problème de communication. Bon, mais là, il faut bien voir que ce dont on parle là, c'est le fruit de recherches qui ont été faites sur des milliers d'enfants, en particulier aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un mouvement de recherche au niveau international sur ces questions-là. Hein. On n'est pas simplement dans des idées comme ça, oui, il y a des stéréotypes sur les comportements, comment se comportent les petites filles et comment les adultes interprètent ça. C'est vraiment documenté par des données solides, publiées dans des grandes revues scientifiques. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on a besoin de financement pour faire toutes ces recherches. Hein, et de financements qui vont non seulement concerner la recherche sur le plan biomédical, clinique, mais aussi financer toutes les études où interviennent les sciences humaines et sociales pour mener des enquêtes, pour faire de l'épidémiologie, de la démographie. Enfin, il faut vraiment mobiliser de nombreuses disciplines, hein, d'avoir des approches pluridisciplinaires sur ces questions-là pour comprendre de façon fine d'où viennent ces inégalités de santé entre femmes et hommes et aussi entre d'autres groupes sociaux. Et là, récemment, il y a des études remarquables qui ont été faites par le groupe de Nathalie Bajos à l'INSERM, qui a bénéficié d'un soutien remarquable de l'Europe. Hein, de l'Europe. La Commission européenne a donné un énorme financement sur 6 années pour s'intéresser justement à comprendre les processus de construction des inégalités sociales de santé depuis la naissance jusqu'à la sénescence. C'est un énorme projet qui a permis de recruter des étudiants doctorants, aussi des étudiants post-doctorants, et les publications commencent à sortir, et c'est un vrai régal de voir à quel point ce financement a permis d'avancer dans la compréhension de la construction de ces inégalités sociales de santé. Et un exemple flagrant, c'est celui, là ça vient d'être publié, de la publication qui vient de sortir, de l'hypertension. L'hypertension artérielle touche en France métropolitaine environ 35% des hommes et 21% des femmes, si je me souviens bien des chiffres. Bon, alors on peut se poser légitimement la question d'où ça vient. Est-ce que ça vient de facteurs biologiques? Pourquoi pas?
ou bien de facteurs liés à l'environnement, au mode de vie. Bon. Si maintenant on fait les mêmes enquêtes, mais sur les territoires d'outre-mer, et ben dans les territoires d'outre-mer, c'est l'inverse. Les femmes souffrent davantage d'hypertension que les hommes. 35%, enfin vraiment les chiffres sont totalement inversés. Et ça c'est formidable d'arriver à montrer justement que ce n'est pas une histoire de physiologie qui ferait qu'on est plus ou moins sensible à ça. Et on a pu montrer que cette inversion de l'incidence de l'hypertension était liée principalement à un taux très élevé d'obésité dans les territoires d'outre-mer et qu'il y a une corrélation très forte avec obésité, hypertension, également précarité économique, faible niveau d'études. Et vous voyez, c'est à nouveau cette approche intersectionnelle dont je parlais tout à l'heure qui permet vraiment d'éclairer les phénomènes, mais de les éclairer comme jamais on a pu les éclairer jusqu'à présent. Enfin, c'est quand même formidable et c'est vraiment ces exemples-là qui plaident en faveur de cette notion d'intersectionnalité qui n'est pas du tout un gros mot. Oui, et merci Catherine de parler de ces progrès, parce que c'est là-dessus que je voulais un petit peu conclure notre échange, et sur les perspectives que vous projetez sur les années à venir. Dans votre livre, vous dites que le double objectif de ce livre est à la fois d'être force de proposition au niveau des politiques publiques et d'éveiller à la vigilance. Parce qu'on voit combien les enjeux d'égalité sont interconnectés, et vous l'avez bien montré, avec ceux de la santé des femmes. Alors, quels sont, je ne sais pas, les progrès dont nous avons encore besoin, qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait identifier, peut-être en matière de formation, en matière d'accès aux soins? Qu'est-ce que, si on choisit... qu'est-ce que vous garderiez comme perspective à nommer, à pointer? Pour moi, il y a un gros sujet formation. Oui. Et parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, tout le monde se réjouit de la féminisation des amphis en médecine. Aujourd'hui, on a grosso modo 70% d'étudiantes. Et donc, on a l'impression que la féminisation du corps professionnel suffirait à ce que les choses changent favorablement. Alors, dans ces cas-là, comme je forme aussi des enseignants, j'aime bien faire le parallélisme en disant c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a presque 90% de femmes professeurs des écoles qu'on a résolu les questions d'inégalité filles-garçons à l'école, loin s'en faut, donc ça ne va pas suffire. Et même tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais sur 12 ministres de la Santé ces dernières années, il y a eu 7 femmes, et donc, bah non, en fait, ça ne rend pas vertueuse ou spontanément féministe, donc déjà, voilà. Donc il y a un vrai enjeu de formation. Mais qui n'est pas évident pour faire des vraies propositions, parce que vous avez compris, moi c'est la voie des sciences sociales, donc voilà. Donc déjà, pour essayer de dire vraiment les choses en un mot, mais faire toucher du doigt à des étudiantes et à des étudiants en médecine que les catégories diagnostiques ne tombent pas du ciel, ne sont pas écrites en lettres de feu, je ne sais où, voilà, mais que c'est des constructions intellectuelles. Et que ces constructions intellectuelles, elles ont évidemment à voir avec la façon dont on construit les questions de recherche. Moi j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, ça veut dire quoi? Pour dire les choses de manière ramassée, en science, on ne répond qu'aux questions qu'on pose. Donc, par exemple, sur la question de la douleur des femmes, si vous ne vous posez pas la question de la douleur des femmes, vous ne faites pas de recherche sur la douleur des femmes, et donc vous n'avez pas de données sur la douleur des femmes. On parlait tout à l'heure. Donc, on répond qu'aux questions qu'on pose. Et ensuite, la façon dont la question est formulée va avoir quelque chose à voir avec la façon dont la réponse va l'être aussi. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous dites, en quoi les femmes diffèrent-elles des hommes? Vous pouvez, sur la question de la maladie cardiovasculaire, par exemple, construire un discours qui consistera à dire, voilà, ça c'est la symptomatologie de la crise cardiaque chez l'homme, donc la douleur, la poitrine, à gauche, tout ça, machin. Et alors, du coup, vous faites chez les femmes, ça marche comment? Et donc là, on va dire, les femmes, c'est différent, parce que chacun sait que les femmes, c'est différent. Et donc, du coup, on va vous construire toute une symptomatologie en vous disant, les femmes, elles sont atypiques. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a des gens qui vous racontent en long, en large et en travers que la crise cardiaque, c'est des symptômes différents pour les femmes. Parce que les femmes, c'est différent. 9 fois sur 10, quand même, le symptôme de la crise cardiaque, ce qu'on dit le symptôme sentinelle, y compris chez les dames, c'est la douleur
dans la poitrine. Donc ça veut dire qu'encore une fois, là, il faut faire un peu, pardon pour les grands mots, mais d'épistémologie, c'est-à-dire se demander comment on fabrique de la connaissance. Et encore une fois, en 2 temps. 1, quelle question je pose. 2, comment elle est foutue la question que je pose. Voilà, parce que si je me dis en quoi les hommes et les femmes diffèrent-ils, je ne dis pas du tout la même chose que si je dis au fait, et chez les femmes, comment ça marche. Parce que voilà, quand je pose la question des femmes en 2e intention, bon, et puis quand même, il faut le dire jusqu'au bout, il arrive que parfois on se dise au fait, rarement, mais quand même, chez les hommes, comment ça marche. Et en fait, même cause, mêmes effets, enfin ça marche pas à tous les coups, mais voilà, là typiquement, la symptomatologie de la dépression qui est quasiment dessinée sur mesure pour correspondre à l'expression du mal-être psychique chez les femmes, eh ben, explique qu'il y a un sous-diagnostic de la dépression chez l'homme, parce que si vous cherchez de la tristesse et que vous avez de l'agressivité, si vous cherchez de l'atonie et que vous avez de la consommation de substances psychoactives, vous ne dites pas « Oh, ben, ce monsieur doit être dépressif ». Ben, alors qu'en fait, c'est les symptômes de la dépression chez l'homme. Donc il y a un vrai travail à faire sur comment on construit des questions de recherche, comment on construit des catégories diagnostiques. En plus, moi, je trouve que ça permet de voir que l'innovation en santé, c'est pas que... Alors, c'est formidable, l'IA, tout ça, high-tech, c'est aussi très bien, mais c'est pas ça, innover en santé. Ça peut être aussi juste poser des questions, un peu le pas de côté, voilà, et c'est pas forcément que des nouvelles technologies, par exemple. Poser les questions un peu différemment, s'approcher vraiment de la question aussi de la formation, comment elle forme les soignants. Catherine, si tu devais garder, privilégier un secteur, une question, un sujet pour l'avenir, ce serait lequel ? Eh bien, ce serait de faire un petit peu ce qui existe dans certains pays en Europe, surtout au nord de l'Europe et aussi Amérique du Nord, où il y a des instituts dédiés à la thématique genre et santé. C'est-à-dire des instituts de recherche. On a insisté tout à l'heure quand même sur l'importance de financer les recherches sur ces questions-là, parce que ça permet vraiment de mieux comprendre d'où viennent ces inégalités de santé, et qu'il y ait des institutions dédiées à cette thématique serait très bienvenu en France. Or, on fait des efforts pour aller dans ce sens-là, mais il n'y a toujours pas la volonté politique des autorités sanitaires et autres de créer un institut genre et santé. Et ce n'est pas simplement un institut de plus sur une thématique qui commence à être à la mode, c'est surtout avoir des moyens de financer des recherches qui vont permettre des approches pluridisciplinaires, c'est-à-dire c'est absolument fondamental de pouvoir créer des ponts entre tout ce qui relève des sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie, de l'anthropologie, de la sociologie, et permettre justement ces ponts avec la recherche biomédicale et la recherche clinique. Et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas éclairer les sujets de façon suffisamment pertinente. Merci beaucoup. Alors vous avez compris, vous allez sur les deux QR codes que vous avez là. Vous pouvez acquérir ce petit livre-là qui se lit très vite, mais dont on sort vraiment beaucoup plus intelligent qu'intelligent. Vraiment. Avec à la fois des données, mais aussi des analyses et des questionnements qui donnent vraiment à réfléchir. Donc c'est vraiment très très intéressant. Maintenant, nous allons vous donner la parole. Si vous avez des questions pour nos autrices. Est-ce que je peux te laisser? Les essais cliniques, c'est pas simplement, ça se fabrique pas à l'Assemblée dans des lois. Les promoteurs d'essais cliniques, c'est-à-dire quelqu'un dit « Ah tiens, j'ai l'idée d'une nouvelle molécule, un nouveau médicament qui pourrait peut-être avoir des effets positifs dans telle ou telle pathologie ». Qui est-ce qui est à l'origine de ça? C'est d'abord et avant tout des recherches publiques, des recherches privées
qui vont conduire à ce que le secteur privé de l'industrie pharmaceutique, mais aussi le secteur public des grandes institutions, vont mener et entamer des démarches d'essais cliniques. C'est une question qui... Non, ça n'a pas... Ça ne peut pas être imposé comme ça par des politiques. C'est une idée qui veut rien dire. Ça mange pas de pain. Non, ça fait partie des idées qui ne mangent pas de pain, en fait. On dit, bon, bah voilà, on va faire une loi. Enfin, en plus, ce que Catherine l'a dit tout à l'heure, c'est très bien documenté dans le rapport de la Haute Autorité de Santé, par exemple. Aujourd'hui, dans les essais cliniques, il y a 50-50, en fait, en France. Alors après, avec des répartitions par discipline, par spécialité médicale, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je donne tout le temps ce chiffre parce qu'il est marrant, enfin, si je puis dire. Quand on regarde les essais cliniques dans le domaine de l'ophtalmologie, on est à, je crois, 71% de femmes impliquées dans les essais cliniques, alors que je pense qu'on va convenir ensemble que les yeux sont des organes relativement également partagés entre les hommes et les femmes. C'est bizarre, il paraît. Voilà. Alors qu'à l'inverse, par exemple, quand on teste les produits de contraste qui sont impliqués dans l'imagerie médicale, bah là, il n'y a pas de femmes dans les essais cliniques. Donc au global, c'est 50-50, mais il y a des spécialités médicales dans lesquelles, comme ça, il y a des différences. Et en fait, Catherine l'a très bien dit, en fait, le truc, c'est que qui est à la manœuvre, c'est des laboratoires pharmaceutiques. Et effectivement, en fait, faire la parité dans les essais cliniques quand c'est pertinent, parce qu'on pourrait discuter ça aussi. Est-ce que c'est pas plutôt impliquer des gens dans les recherches au prorata des prévalences, par exemple? Ça aurait pas de sens, par exemple, de mettre 50-50 dans de la recherche sur la question du cancer du sein, où il y a 15% d'hommes qui ont des cancers du sein, par exemple. Donc, évidemment, je disais absurdité, mais voilà. Donc, en fait, c'est tout ça pour dire que légiférer, bon, moi, ça me paraît pas être la solution la plus efficace. C'était très intéressant l'exemple de la métropole de Lyon, et je peux dire qu'on a totalement compris. C'est-à-dire que ce serait peut-être plus pertinent d'intégrer le congé menstruel dans quelque chose de plus global, de congé maladie chronique. Et du coup, à ce moment-là, si le cycle menstruel il est associé à une forme de maladie chronique, est-ce que ça ne vient pas renforcer le stéréotype selon lequel la femme est pathologique par nature? Certaines problématiques de santé qui relèvent du cycle menstruel, mais c'est pas évidemment c'est pas du tout mon propos, mais juste pour revenir en deux mots là-dessus, le sujet que congé menstruel, en fait, le point de départ c'est quoi? C'est une mesure, disons-le, annoncée en fanfare, beaucoup de communication. Et puis, moi, des étudiants qui vont enquêter et qui disent, la métropole de Lyon, c'est 9000 agents, la moitié, c'est des femmes, ok, donc ça nous en fait 4500. À raison d'une prévalence à 1 sur 10, normalement, tu as 450 femmes qui doivent se dire porteuses d'une endométriose, bref. Donc, si on cumule SOPK, fibrome, tout ça, on a quand même... Et puis, on regarde les chiffres de qui demande le congé menstruel. Et là, en fait, quasiment pas. Donc on se dit, alors soit il y a un microclimat à la métropole de Lyon, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas d'endométriose, ce serait quand même un petit peu bizarre, soit ça veut dire qu'elles n'activent pas ce droit, mais peut-être que si elles n'activent pas ce droit, c'est pour des raisons légitimes, quelles peuvent être ces raisons. C'est ça le point de départ en fait. Et à partir de là, on va poser la question, effectivement, mais du coup, précisons bien ça, en fait l'enjeu c'est pas de dire que toutes les femmes vont toutes faire valoir le droit à un congé qui reviendrait de manière régulière au type de la maladie chronique. C'est simplement de dire que ces problématiques de santé dites gynéco, elles peuvent parfois effectivement relever du chronique, parce qu'en fait, c'est quoi une maladie chronique? C'est une maladie qui s'installe dans le temps. Je pense que je n'apprends rien à personne, qu'on est réglé grosso modo entre 12 ans et demi et 51 ans. On pourra convenir que ça s'installe un petit peu dans le temps. Donc voilà. Et que si on souffre tous les mois, on est chronique. Mais c'est si on souffre tous les mois, c'est pas parce qu'on a ces règles qu'on est chronique, c'est parce qu'on a des règles hémorragiques, très douloureuses, que là, du coup, c'est pas le cycle de manière générale. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que, mais après, ça c'est mon avis très personnel, il n'est pas dans le bouquin, moi je suis un peu en demi-teinte, je pense que tout le monde l'a compris, sur cette nouvelle visibilité des maladies gynéco. Voilà, mais parce que ça c'est mon côté, parce que moi je suis 19e-iste. Au 19e siècle, on disait, grosso modo, les femmes sont malades de leur utérus. Voilà. Et je ne suis pas certaine qu'on ne soit pas en train de nous raconter la même histoire. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit plus d'hystérie, on vous dit autre chose, on vous dit troubles dysphoriques prémenstruels, on vous dit endométriose, syndrome d'ovaire polycystique, voilà. Et la liste est longue. C'est plutôt sur ça que moi j'ai un point de vigilance.
Donc je suis médecin, donc le sujet m'intéresse particulièrement et j'ai trouvé votre exposé très intéressant. Bien évidemment, j'ai plein de remarques à faire, mais je vais me contenter à quelques-unes. Ce que vous n'avez pas abordé, c'est aussi l'accumulation des discriminations parfois, d'être femme et d'origine racisée, autre. J'ai un exemple en tête où il y a une étude américaine qui avait été faite chez les femmes noires en gynécologie et qui montrait qu'elles présentaient davantage je trouve pas mon mot, en postpartum, elles avaient des conséquences de leur accouchement et donc elles avaient des risques de mortalité plus importantes par méconnaissance du fonctionnement de la santé de ces personnes, notamment. Vous avez évoqué la révision catégorielle de toutes les spécialités médicales sous des angles du coup différents qui ont été construites par des années de domination masculine. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que moi-même, en tant que médecin, je le conscientise davantage aujourd'hui par toutes les actions qui ont été faites ces dernières années. Donc, c'est vraiment important. Et ma question, elle venait sur l'exemple fait également sur la question des menstruations et la façon dont vous re-questionnez donc cette loi qui a été pensée de manière un peu verticale, j'ai envie de dire, où quelqu'un a évoqué la nécessité d'un congé menstruel et donc de re-questionner par la base et en posant la question finalement aux personnes concernées pour amener quelque chose de plus inclusif. Pour élargir un peu les réflexions, moi je me disais que ça parlait aussi de notre vision, de comment on interagit ensemble par des actions très autoritaires et que, en réfléchissant sur les égalités hommes-femmes, on questionnait aussi notre rapport et la nécessité d'avoir quelque chose de plus horizontal. Ça questionne éminemment ça dans les organisations et notamment à l'hôpital, mais pas que à l'hôpital, enfin au global. Ça reboucle un peu plein de choses qu'on a dites tout à l'heure. Par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les progrès de la démocratie en santé et le fait que les mouvements féministes qui justement viennent discuter dans les années 70, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, le rapport de hiérarchie qu'il y a entre un professionnel de santé, notamment un médecin, et sa patientèle. Ça, c'est des choses qui évoluent aujourd'hui vers davantage d'horizontalité et qui ne tiennent pas seulement au fait qu'aujourd'hui on va chercher des trucs sur Internet alors on allait consulter son médecin, mais qui tiennent à un changement structurel des rapports entre patientes ou patients et soignants ou soignantes. Bon, voilà, ça, à mon avis, c'est effectivement un point important. Après, ce que vous disiez sur la question des femmes racisées, enfin, c'est ce que rapportait Catherine tout à l'heure, la perspective intersectionnelle aujourd'hui, elle est hyper prometteuse pour comprendre des choses, mais c'est quand même aussi important de dire que c'est compliqué de mener ces travaux-là aujourd'hui en France. Parce que, alors, pour la peine, je dis rarement ça, mais il y a plus difficile que d'aborder la question du sexisme en santé. Il y a aborder la question du racisme en santé. Alors, quand vous cumulez les deux, alors là, c'est bonjour, hein, voilà. Mais effectivement, on est en train de le découvrir parce que c'est des sujets qu'on a un peu du mal à adresser, comme on dit aujourd'hui dans les études de médecine. Et parce que, voilà, souvent les professionnels de santé, ils se sentent mis en cause à titre personnel, alors que c'est jamais ça le sujet. Enfin, moi, c'est vraiment toujours sur la question de comment on construit la connaissance, comment les systèmes de santé fonctionnent, et c'est pas des individus qui sont dysfonctionnels, c'est pas du tout ça le propos. Mais effectivement, sur la mortalité périnatale, on a très peu de chiffres pour la France, on a des chiffres qui sont alarmants pour les États-Unis. Et puis bon, on a dit tout à l'heure, on va vers le mieux, tout ça. Enfin, je pense que c'est quand même important de mesurer qu'aujourd'hui, on est en train de rétropédaler sévère. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, Catherine l'a dit, des mots qui disparaissent, qui sont interdits de projets de recherche, voilà. Alors en France, on n'en est pas tout à fait là, n'empêche, hein, on peut quand même se le dire. Par exemple, aujourd'hui, si vous dites que vous travaillez sur les questions de genre en santé, il y a énormément de médecins qui font des trucs comme ça. Voilà, les genres, ça sent un peu le soufre. Qu'est-ce que c'est que cette perspective? Donc voilà, c'est vraiment pas simple de faire bouger ces lignes-là. Et effectivement, voilà, quand on cumule, et puis vous évoquez la question de l'origine, mais si on regarde par exemple les questions d'orientation sexuelle, enfin de sexualité, alors là,
Typiquement, les femmes non hétérosexuelles dans le suivi de leurs problématiques gynécologiques, c'est quand même un très gros sujet. Parce que pour beaucoup des maladies qu'on est en train d'évoquer, là, endométriose, etc., la solution pendant longtemps, ça a été la prescription de contraceptifs. J'entends par là la pilule. Donc en fait, si vous n'êtes pas dans une sexualité hétérosexuelle, vous n'existez pas au regard de, par exemple, ce type de prise en charge. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je dis les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles, de tous les âges, voilà. Vous avez évoqué la formation tout à l'heure, Muriel. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que votre bouquin il est prescrit dans les facs de médecine ? Est-ce que, au-delà dans le cursus même, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis la première publication du bouquin et qui pourraient bouger avec cette réédition ? Ça, c'était ma première question. Pardon, je triche. J'ai une deuxième question sur, du côté, au-delà des tests, qu'est-ce qui se passe du côté de l'industrie pharmaceutique ? Est-ce qu'il y a des évolutions de ce côté dans la prise en compte à la fois des différences et des inégalités ? Et puis j'ai une dernière interrogation sur la toute fin de vie, et ça revient à la question plus générale de la prise en charge de la douleur et des différences qui peuvent exister dans la prise en charge de la douleur des hommes et des femmes. Mais est-ce que dans la toute fin de vie, il y a des différences aussi, des inégalités ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour y remédier ? Merci beaucoup. Je rappellerai justement que c'est quand même en 2013 qu'au sein du comité d'éthique de l'INSERM, nous avons créé ce groupe de travail qui s'appelle donc Genre et Recherche en Santé. On était un petit peu à l'avant-garde de tout ça. Ensuite, au CNRS, dans certains instituts de recherche, cette thématique a commencé à être abordée. Et au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a eu, entre autres, à l'initiative des délégations aux droits des femmes, des rapports qui ont été commandés sur ces sujets-là. La Haute Autorité de Santé a fait des rapports, le Haut Conseil à l'égalité, puisqu'on m'a confié ce rapport qui s'appelle « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique ». Donc il y a des choses qui sont faites et il y a des données solides dont on peut disposer autour de ces sujets-là. Bon, bien sûr, maintenant, il faut passer à l'étape plus systématique dans la formation au niveau des études médicales, comme ça se fait, entre autres, en Suisse, où il y a des enseignements sur ces questions-là tout au long des études de médecine. Et pas simplement 1 heure ou 2 au début du cursus, et puis après, on passe à autre chose. Donc il faut qu'il y ait un vrai effort de formation initiale auprès des étudiants, et pas seulement les étudiants en médecine, toutes les professions qui touchent au médical. Il faut aussi des efforts dans la formation professionnelle, la formation continue des praticiens. Ça doit être aussi les autorités de santé qui puissent être à l'initiative de ça et pas seulement les associations. Les associations font un très beau travail, souvent, mais il faudrait qu'ils soient relayés et qu'il y ait aussi des financements à la clé. Pour répondre en 2 mots sur la question de la formation, ces personnes dépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qu'on imagine assez peu, parce qu'on est dans un pays très centralisé où les programmes scolaires, du primaire, du secondaire sont définis par un ministère. Bon, c'est pas du tout comme ça pour les études de médecine. C'est quand même étonnant, mais voilà. Dans chaque faculté de médecine, on définit sa maquette d'enseignement. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je dis pas du tout qu'on fait n'importe quoi, mais je dis qu'on fait un peu en fonction des ressources locales. Ce qui paraît normal, hein. Donc, par exemple, à Lyon 1, ils ont une fille qui bosse un peu sur ces sujets-là. Donc, par exemple, moi, depuis maintenant 15 ans, j'ai une matinée au cours de, grosso modo, la première année de médecine, parce qu'elle a changé de nom, la première année des études en santé, qui s'appelle Sexe et genre en santé. Voilà. Ça existe un peu ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu positionnées, mais c'est pas du tout systématisé. Donc ça, je pense, c'est un premier point pour lequel on peut plaider. Pour ne rien vous cacher, alors je suis auditionnée demain à l'Académie de médecine, ce qui me laisse penser que peut-être il va se passer des trucs, parce que l'Académie de médecine,
des cours quand même de suivi. Et leur truc, c'est de faire des recommandations pour faire évoluer la formation. Donc ça ferait mieux. Et donc, par exemple, comme il n'y a pas de programmes nationaux, il y a un moment, si on veut changer quelque chose pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants en médecine, c'est au moment où les étudiants passent le concours dit de l'internat, l'examen classant national. Une question sur ces sujets de genre en santé à l'ECN. Et là, effectivement, dans les maquettes locales, là, quand ils auront planté leurs étudiants une première fois au concours, ils vont se dire, oh là là, il faut qu'on mette... Et donc, on va lire le livre, on peut le présumer. Après, il y avait une question de vieillissement, puis il y en avait une au milieu, j'ai oublié. L'industrie pharmaceutique. Ah oui, alors l'industrie pharmaceutique. Pour moi, ça c'est un vrai... Aujourd'hui, il y a des labos qui se positionnent sur la question de santé des femmes. Bon, c'est bien. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet à réfléchir sur la question de l'accès aux soins. Pour dire les choses en deux mots, et juste en prenant l'exemple de l'endométriose, qui a été évoqué tout à l'heure, on commence à avoir des tests salivaires qui vont permettre de pouvoir poser des diagnostics. Et quand on discute avec des obstétriciens, des gynécos en l'occurrence, des fois le regard est un peu en demi-teinte. Moi j'ai une copine qui est gynéco qui m'a dit oui, génial, une fois qu'on aura posé des diagnostics, so what? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de proposition thérapeutique. Enfin, il y a des propositions thérapeutiques, mais il y a tout un tas de propositions thérapeutiques qui ne sont pas des molécules prescrites et remboursées. En fait, sur la question de la santé des femmes, il y a beaucoup d'offres de soins qui ne sont pas des molécules avec des autorisations de mise sur le marché. Alors vous avez des compléments alimentaires, vous avez de la sophro, et tout ça est certainement formidable, hein, voilà. Mais ce n'est pas prescrit, donc c'est pas remboursé, donc il y a un enjeu d'accès aux soins avec des différences majeures entre les femmes qui vont avoir les moyens et les femmes qui ne vont pas avoir les moyens. Et tout à l'heure, on entendait quelqu'un qui était sur la question du reste à charge, et là je ne parle pas d'endométriose sur des patientes qui ont des cancers du sein. Il y a quand même des femmes qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles pour pouvoir assumer de suivre des protocoles de soins, parce que la limite entre ce qui paraît du soin de confort et ce qui est nécessité, parfois on est en plein en train de discuter les lois de finances de la sécurité sociale, typiquement, là il y a des vrais sujets. Et puis après vous aviez la question du vieillissement. Oui, de la fin de vie. Ah. Et de la prise en charge de la douleur. Ouais, alors ça c'est un sujet, moi j'avais entendu, mais c'était pas du tout mon... C'est un travail il y a eu une chronique d'Anne-Cécile Maillefer que vous connaissez certainement, pour être la présidente de la Fondation des femmes, qui a posé la question de savoir toutes les réflexions en bioéthique, en éthique autour de l'accompagnement de la fin de vie et notamment, alors je sais plus comment il faut dire, là je vais parler sous le contrôle des éthiciens, suicide assisté, euthanasie, voilà. Il y a quand même des inquiétudes, effectivement, sur le fait que comme il y a une très forte surreprésentation des femmes les plus âgées et peut-être les plus grabataires, c'était le sens de la réflexion qui était posée par Anne-Cécile Maillefer, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un risque d'une surreprésentation des femmes parmi alors ça dépend comment on se positionne, les bénéficiaires ou pas d'un accompagnement en fin de vie, parce qu'en fait des propositions, alors je pense qu'il est quand même important de dire qu'on a une médecine, on a des soins palliatifs qui sont en France qui sont hyper performants, moyennant quoi effectivement ça coûte quand même quelque chose d'accompagner les gens en fin de vie. Moi à ma connaissance, mais peut-être Catherine en connaît, je ne connais pas de travaux vraiment sérieux qui documente l'accès aux soins palliatifs au prisme de ces questions de femmes et d'hommes. Je crois que ça c'est un point sur lequel on peut terminer, c'est qu'il y a un vrai enjeu à produire de la donnée, ventiler, pour qu'on en conclue peut-être que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais au moins on aura des données pour en faire la démonstration, et souvent en fait on se heurte à des problèmes de documentation pour répondre à certaines questions parce que les chiffres n'existent pas. Moi j'ai une question par rapport au niveau juridique. Est-ce que vous savez s'il y a une directive européenne qui fait face à ces sujets-là, ou s'il y a des lois dans des pays d'Europe ou dans le monde sur lesquelles on pourrait s'inspirer en France, et si vous-même vous vous inspirez de travaux dans d'autres pays ou de lois dans d'autres pays dans vos travaux. Il y a des recommandations qui viennent du Conseil de l'Europe, de la Commission, comme l'UNESCO également. Tout un tas d'institutions internationales sont vigilantes sur ces questions de santé des femmes. Effectivement, longtemps, si on prend
sur l'Organisation des Nations Unies, il y a eu des programmes pour les pays soumis à des problèmes de développement, des problèmes de guerre, de conflits, où les femmes étaient les premières victimes de ces situations de paupérisation, et également leurs enfants, donc des programmes de soutien pour la maternité, pour la prise en charge ensuite des enfants, pour leur santé sexuelle individuelle. Mais ce sont des programmes très ciblés sur ces sujets-là, qui ne vont pas au-delà. De toute façon, déjà, il n'y a pas suffisamment d'argent, ne serait-ce que pour ça. Ça demande d'autres mises en place si on veut aller au-delà, ça c'est sûr. Il y a des recommandations, par exemple, au niveau européen sur l'inclusion des femmes dans les essais cliniques. Il y a des recos, voilà. Mais c'est pas des lois, voilà. Il y a des recommandations sur l'augmentation de la part allouée à la recherche dédiée à des problématiques de santé féminine, mais c'est pareil, il n'y a pas forcément de cadre législatif, quoi. Mais moi, peut-être je vais vous paraître... moi, je crois pas toujours à la vertu de la loi, en fait. Voilà, et de la réglementation. C'était aussi ma question de savoir si la loi suffisait, si en fait elle soit pluridisciplinaire et que ça en reste... Non, mais en fait, il faut aussi comprendre que, on ne peut pas légiférer sur tout, et là, en l'occurrence, on va pouvoir, par exemple, ça a du sens de réfléchir des politiques publiques en matière de recherche. Voilà. Mais quand on réfléchit sur les questions de politique publique en matière de recherche, on parle de la façon dont on alloue les crédits d'argent public. Alors, je pense que je ne vous apprends rien, il n'y en a pas des masses. Voilà. Et donc, par exemple, aujourd'hui, l'essentiel de la recherche en préclinique ou en clinique, elle est le fait de laboratoires pharmaceutiques, qui sont des entreprises, qui sont, même si on travaille dans le secteur de la santé, qui sont d'abord des entreprises, donc qui développent des travaux et des recherches sur des sujets sur lesquels il y a du marché. Si on veut pas ça, il faut faire une révolution politique plus profonde, mais ça, c'est les lois du marché. Donc, voilà. Et ça, c'est pas forcément un problème, voilà, mais c'est juste, moi je pense qu'il y a un vrai point de vigilance à réfléchir sous l'angle de la loi de finances, de la sécurité sociale. Sur ça, effectivement, là, il y a du sens à ce que des députés se saisissent de certains sujets et à ce qu'on légifère, quoi. Mais en fait, il y a plein de domaines sur lesquels c'est compliqué de le faire, parce que puis vous n'allez pas légiférer sur la façon dont on pose des questions de recherche, en fait. Moi, je sais que mon mantra à moi, c'est d'essayer de convaincre les gens que c'est intelligent peut-être de formuler sa question autrement, parce que le maître mot, il faut aussi être un peu stratège, c'est innovation. Donc comment est-ce qu'on peut innover en posant des nouvelles questions. Voilà. Par exemple, ça n'a pas besoin de réglementation européenne. Après, Catherine l'a dit tout à l'heure, c'est quand même assez frappant aussi de voir que, par exemple, en Allemagne, vous avez à Berlin un département de recherche sur les questions de gender health, par exemple. Je vous épargne les pays scandinaves, voilà. Il y a plein de pays où ça bouge, et en France, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et clairement, la question du genre en santé, il n'y a pas qu'une perception positive du côté des professionnels, parce qu'il y a une vraie incompréhension de ce que ça veut dire genre, en fait. Voilà. Une politisation de la terminologie. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais depuis le milieu des années 2010, vous vous souvenez de la théorie du genre, des ABCD d'égalité, tout ça, voilà. Qui fait que moi je vous le partage comme ça. Hein, je suis dans un labo avec des soignants, des professionnels de santé, et la première fois qu'on m'a présenté en me disant experte en études de genre, par exemple, il y a une collègue qui est professeure de pharmacie, qui a dit je ne travaille pas avec cette dame. Ok, donc on va se dire parce que maintenant c'est moi qui dis non, mais moi je ne travaille pas avec cette dame. Voilà. Voilà. Mais parce qu'elle avait une imaginaire de ce que c'était que le genre qui était complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, il y a aussi ça, en fait. J'étudie à l'EHESS, je fais un mémoire de recherche en sociologie sur l'émergence, la problématisation des menstruations, en gros. Donc je suis ravie quand vous parlez de lien entre médecine, sociologie, sciences sociales, etc. Vous avez en partie répondu à ma question, qui était un peu sur quel idéal vous verriez au niveau un peu politique publique, politique
sujet-là. Mais du coup, je vais vous poser un peu ma deuxième question qui était... Alors peut-être que du coup c'est un peu déjà de la science-fiction ou de la philosophie, mais c'est... J'imagine que là on est à un stade où on a besoin de parler de santé des femmes. Mais en fait, on ne parle jamais de santé des hommes. On ne dit jamais le sport masculin, etc. Donc est-ce que c'est aujourd'hui dans une optique de, comme vous le dites, faire monter les sujets au niveau des données, de la santé et des finances, éventuellement de politique publique ou des textes apportés peut-être législatifs, ou est-ce que, à terme on aura forcément toujours besoin de différencier comme ça? Enfin, voilà. C'est peut-être un peu trop large, mais si jamais. Effectivement, on fait émerger le sujet par le sujet santé des femmes, mais en fait, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est sexe et genre en santé. Bon, et alors là, pour vous la faire très courte, mais ça c'est des choses que vous savez certainement, en fait, ce qu'on peut venir questionner quand on fait des sciences sociales, c'est aussi la pertinence de ces catégories. Par exemple, la catégorie du sexe, alors là, peut-être je vais défriser tout le monde, hein, mais en fait, il y a toute une histoire des catégories de sexe, et en fait, il y a aujourd'hui des travaux qui montrent que cette idée qu'il y a deux sexes, et que ces deux sexes sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que les femmes sont tout ce que ne sont pas les hommes et réciproquement, et que par ailleurs il y a entre ces deux catégories une hiérarchie, voilà, ça c'est la façon dont on pense à la différence des sexes, cette façon de penser à la différence des sexes, elle a une histoire. C'est même pas moi qui l'ai raconté, c'est un chercheur américain en premier qui s'appelle Thomas Lacker, qui a beaucoup bossé sur ces questions-là. Bon, alors là, moi je me rends compte, les étudiants en médecine, si je leur explique que la pensée de la différence des sexes, déjà, c'est un truc, bon, on n'a pas toujours pensé les choses comme on les pense aujourd'hui. Là, déjà, il bug, complet. Mais bon, ça, c'est quand même un premier point. Et après, l'étape suivante, c'est de dire, si on commence à réfléchir, et là, je ne parle pas de genre, je parle bien de sexe, en me disant, il faut peut-être penser... on a une certaine façon de concevoir la différence des sexes, selon les trois principes que j'ai énoncés vite fait, bien fait. On pourrait imaginer de penser la différence des sexes autrement. Et par exemple, de dire que... Par exemple, cette idée qu'on a deux catégories homogènes, mutuellement exclusives, bon, c'est pas toujours vrai. Aujourd'hui, on a plein de travaux qui montrent que sur un certain nombre de traits, il y a une chercheuse en épidémiologie qui est formidable, qui s'appelle Hélène Colino, par exemple, qui parle plus de sexe, qui parle de traits sexués. Et ça a l'air d'être une petite subtilité de langage, mais en fait, pas du tout, quoi. Parce que c'est une façon de vous dire que, par exemple, quand vous prenez la différence au niveau... largeur des bassins, au niveau endocrino, au niveau chromosomique, au niveau génique, en fait, vous n'avez pas catégorie 1 versus catégorie 2, vous avez un profil qui diffère d'un deuxième profil, mais que, il y a la différence intrasexe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une première idée qui, quand même, doit faire son chemin. Puis la deuxième chose, c'est de dire qu'en fait, la différence des sexes, c'est pas le seul truc qui fait la différence entre les individus, c'est pas forcément le critère le plus déterminant. Voilà. Des fois c'est pertinent de dire tiens là il y a des hommes, il y a des femmes, voilà. Mais en fait c'est pas toujours déterminant et surtout ça doit pas forcément être le premier critère de compréhension des inégalités de santé. Donc en fait c'est là que, pardon pour la réponse un peu méga compliquée, mais en fait ça veut dire entre les femmes et les hommes il y a des différences mais tout n'est pas différent. Alors là déjà ok. Et puis par ailleurs parfois c'est pertinent de se poser la question de la différence entre les sexes, mais des fois pas. Donc en fait, ça dépend. Et alors là, ça dépend, pardon pour la référence perdue avec une ordure, mais ça dépend, ça dépasse quoi. Donc du coup, et là, donc en fait, on voit bien comment, question difficile, question compliquée, question passionnante, à mon avis, mais ouais. Non, puis pour rebondir sur le sujet, quand on veut faire des publications sur ces questions, si le titre de votre publication, c'est « Pas de différence entre les femmes et les hommes dans les symptômes du cancer du côlon », ça va être beaucoup moins vendeur que si vous faites une publication qui s'appelle « Différence entre les femmes et les hommes sur les symptômes du cancer du côlon ». Bon, donc ça, c'est un biais qui est très connu dans la façon dont on va pouvoir... faire la promotion de son travail dans les publications, y compris les publications scientifiques dans les journaux très, très connus. Donc, ce phénomène-là, il existe toujours. Je vais vous... non, je vais rien faire. Voilà, je vais vous remercier chaleureusement pour votre présence. Remercier nos autrices Catherine Vidal et Muriel Salle.
marche pas, on m'a dit dans mon oreillette, mais peut-être aller voir sur le site, peut-être du laboratoire de l'égalité, où vous pourrez le trouver. Vous pouvez aussi le commander chez votre libraire. Vous pouvez le commander, sur toute, donc commandez-le, parlez-en. Autour de vous, il coûte juste 9 €. J'ai un super cadeau à mettre au pied du sapin. C'est le moment.